Bonjour, bienvenue sur Beyond the Game, le podcast qui interviewe des professionnels du jeu vidéo afin de découvrir de nouveaux métiers et leur quotidien. Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Je suis Nicolas, producteur dans l'industrie du jeu vidéo et je suis en compagnie de Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour à tous. Nico, est-ce que tu peux nous présenter l'invité qu'on a le plaisir d'accueillir cette semaine? Bien sûr, aujourd'hui on a l'honneur d'accueillir Daphné, graphiste, illustratrice en freelance. Bonjour Daphné, comment tu vas? Oui, bonjour tout le monde. Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai hâte de du coup participer à ce podcast. Ça va être très. Vous allez apprendre plein de choses, j'espère. Carrément. Oui. Eh ben, avant de commencer, on tient à remercier bien sûr notre partenaire Young Game Dev, qui nous permet de faire exister le podcast Beyond the Game. Qu'est-ce que Young Game Dev? Donc, c'est une association des professionnels du jeu vidéo lyonnais qui organise des rencontres et qui soutient les projets locaux dans le domaine. Et ben déjà, pour commencer à te connaître un peu plus, si tu devais un petit peu nous pitcher ton métier dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu nous dirais? Oh, un pitch. Waouh. Alors, attendez. Du coup, donc, je suis graphiste illustratrice freelance. Et pour résumer, on va dire que je crée et conçois des visuels pour transmettre des messages, pour créer des identités visuelles pour des entreprises et aussi illustrer différents concepts. Voilà ce que je peux dire pour résumer. Okay. Non, voilà. mais c'est globalement ça. De toute façon, je pense que ça parlera à pas mal de personnes qui font potentiellement ce même métier. Mais pour entrer un peu plus dans le détail, pour reprendre un peu avant, t'as fait quoi un peu comme étude, si ça a été utile pour ta carrière sur la suite? Alors, j'aime bien commencer par parler du lycée. Quand même, ça part de là, quand même. Parce que j'ai fait du coup un bac L avec option art plastique. Donc, du coup, on apprenait un peu tous les classiques de l'art et à manier la peinture, la sculpture, etc. Vraiment les bases. Parce que j'aimais beaucoup dessiner du coup depuis que j'étais toute petite. Et puis, je voulais vraiment faire de l'art mon métier, même si c'est pas forcément bien vu par les parents et moi c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais faire dessinatrice de bande dessinée, manga. Donc voilà, je voulais tout faire, études d'art pour y arriver et tout. Et suite à ça, j'ai découvert qu'on pouvait allier du coup tout ce qui est dessin et vrai métier entre guillemets en découvrant tout ce qui est graphisme. Et je me suis dit, attends, le graphisme, c'est comme la bande dessinée, c'est des images avec des textes qui transmettent un message. Donc du coup, et avec ça, j'ai découvert, waouh, attends, on peut dessiner et tout, et puis c'est un vrai travail, tout ça. Oh là là, je vais en bouche un coin à ceux qui me disent que c'est pas un vrai métier. Et suite à ça, donc j'ai fait mise à niveau en art appliqué, donc vraiment pour avoir toutes les bases en design, que ce soit en graphisme ou en architecture, en design produit, on touche vraiment à tout. Et après, je me suis plus dirigée vers tout ce qui est communication visuelle dans l'espace, c'est-à-dire tout ce qui est signalétique, vitrine, packaging, etc. Voilà, pour apprendre un peu tout ça. Donc vraiment avoir des bases en design, en graphisme, etc. Après, j'ai fait un petit virage du coup dans le web pour avoir vraiment toute la partie numérique du graphisme en fait. Donc voilà, je peux dire pour résumer les études. Après, si vous voulez les noms des formations exactes, je peux les donner si ça vous intéresse. Ouais, carrément. Ça, ouais. Alors, du coup, j'ai dit la mise à niveau en art appliqué. Donc maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, c'est devenu un DNMAD. Je crois que c'est Diplôme national des métiers d'art et du design. Et donc c'est un bac+3. Et du coup, moi, j'avais fait à l'époque, ça n'existait pas, donc j'ai fait la mise à niveau, plus après un BTS de 2 ans, donc BTS Design Communication Espace et Volume. Et ensuite, pour la partie web, j'ai fait une licence pro création et gestion de projets multimédia. Et ensuite, pour terminer, j'ai fait un master culture et métiers du web. Voilà, à peu près tout avec le nom des formations. Donc très très axé après graphisme sur les, on va dire accès web et on va dire plus interface etc. quoi finalement. Ouais, c'est ça, les réseaux sociaux et tout, ouais. Ok. Voilà. Trop stylé. Et du coup, sur la suite un peu du parcours, t'enchaînes directement sur
un job dans une structure ou direct de freelance? Comment ça s'est passé? Alors oui, du coup, j'ai pas parlé de ça. Les années que j'ai fait pendant du coup la licence et le master, c'était en alternance. Donc j'ai déjà commencé à travailler du coup aux côtés de mes études en alternance. En parallèle de la licence, j'étais en alternance dans un service communication d'une entreprise du BTP. Donc c'était vraiment gérer leur site web, leur communication. Quand il y a des chantiers qui sortent, faire des brochures pour expliquer le chantier, les étapes du chantier, etc. Donc c'était vraiment très visuel sur le site, plein de journaux internes, de tout ce qui est tout ce qui est calendrier, flyer pour la com interne, etc. Donc c'était vraiment l'application première fois que j'appliquais au fait le graphisme pour la communication d'une entreprise. Donc c'était vraiment très enrichissant. Et ensuite, pour le master, j'ai intégré du coup la direction d'un ministère. Et pareil, c'était plus axé pareil codage de la newsletter, mise à jour du site web, faire des visuels pour leur site internet, etc. Et créer des identités visuelles pour les différentes actions que menait du coup la direction de ce ministère. Donc voilà. Et suite à ça, je suis en fait revenue. Du coup, je suis rentrée dans le monde du travail et je suis revenue à mes premiers, un domaine que du coup j'ai découvert quand j'ai fait mon BTS, c'est la signalétique. En fait, c'est parce qu'en fait il y a le graphisme, il y a le graphisme print en fait, le graphisme vraiment comme on voit tout le temps les affiches, les flyers, etc. Mais en fait moi la signalétique, moi je voyais un peu ça au départ comme voilà la même chose mais qui a une utilité au fait. Enfin, je dis pas que les autres trucs ont pas d'utilité, mais je me dis ça a une utilité un peu plus parce que la signalétique c'est quelque chose qui nous permet de nous diriger au fait dans les espaces ou même à l'extérieur, tout ce qui est panneaux directionnels, plaques de porte, etc. Et en fait, j'avais découvert ça pendant le BTS et j'avais fait un stage de 6 semaines aussi pour dans une entreprise de signalétique pour savoir derrière comment c'était fabriqué, comment est-ce qu'on le faisait en parallèle, parce que c'est en parallèle avec des chantiers aussi de construction et tout ça. Et donc du coup, quand j'ai fini j'ai fait mon petit virage dans le web et tout, mais je suis quand même revenue à ce métier du coup qui me plaisait bien et voilà. Donc du coup, j'ai commencé en 2019. Du coup, l'année dernière, j'ai créé ma micro-entreprise à côté du coup de graphisme et d'illustration parce que la signalétique me permet vraiment d'apprendre plein de choses et de faire plein de choses et du coup le fait que je fasse ma micro-entreprise à côté pour prendre des missions en freelance me permet de toucher à d'autres compétences et d'autres domaines parce que le graphisme c'est vraiment très 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 vaste. On peut vraiment tout faire et voilà, je voulais pas me limiter quoi. Voilà en gros. Et justement, puisqu'on en parle, t'as lancé ta micro-entreprise. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu la lancer? C'est parce que tu voulais vraiment découvrir de nouvelles choses ou il y avait une raison particulière, quelque chose qui t'a motivé? En fait, ça me trottait dans la tête depuis que j'étais étudiante parce qu'il y a des moments où justement je devais chercher de l'alternance et la seule alternative que j'avais c'était soit directement travailler mais j'avais pas forcément les compétences, soit directement commencer à me lancer dans le bain en freelance pour au moins acquérir de l'expérience. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai étudié depuis là je crois 2016-2017 et à un moment donné, j'avais fait aussi une mission bénévole pour une association. Je vais en parler, on en parlera après. Pour une association, voilà, pour aider à faire des visuels, refaire et en fait à la fin, on nous demande, est-ce que vous êtes facturable et tout? Moi non, du coup. Non, parce on travaillait avec plusieurs graphistes et illustratrices et du coup à la fin on a fait un beau travail et tout mais est-ce que vous êtes facturable? Les autres ouais et tout tranquille. Moi j'étais là mais c'est quoi? Ah non, mais non pas du tout. Et c'est à ce moment-là je me suis dit il y a un truc à faire quand même en parallèle, il y a un truc à faire quand même. Et du coup depuis
depuis, ça me trottait dans la tête. Et fin 2022, il y a une personne qui a vu un peu ce que je faisais sur Instagram et qui m'a contacté. Voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites et tout. J'ai envie de créer une marque. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Et j'avais pas envie de l'abandonner en fait. Je me suis dit bon, elle est venue me voir moi. Elle aimait bien. La personne aimait bien ce que je faisais, enfin ce que je fais et tout ça. Donc je me suis dit allez. C'est le moment de créer la structure pour faire les choses bien légalement, pour répondre à sa demande et tout ça quoi. Donc c'était vraiment ce moment qui a fait que j'ai fait allez, c'est le moment de créer la micro quoi, parce que trop bien. Avant de parler un peu d'organisation, il y a juste un truc qui m'intrigue. Oui. Tout à l'heure, t'as juste dit en sortie d'études, je pensais pas avoir les compétences. Et mais du coup, c'est-à-dire, ça t'avait pas apporté suffisamment, ou juste en fait le monde du travail un peu en décalage. Par rapport à quand je cherchais l'alternance, c'est ça? Après je crois que c'était après l'alternance où tu avais ce choix entre partir faire des missions ou faire du freelance. Non, c'était justement pendant que je cherchais mon alternance, pendant okay. pendant la période des études. Donc c'est vrai que j'avais pas encore. Oui, en alternance voilà, normale. c'est ça, ouais. C'était soit l'alternance, soit travailler direct. Mais bon, l'alternance, ça m'aurait servi à acquérir plus de maturité et puis plus de compétences. Donc ouais. Clairement, avoir un métier en même temps que les études, c'est super bénéfique. Enfin, oui. Moi, c'est ce que je pense parce que je l'ai vécu, mais ça aide quand même à bien comprendre les choses, quoi. Oui, surtout que finalement, on a les deux côtés en même temps. Ce qu'on apprend forcément à l'école, on le fait pas forcément en entreprise après en vrai. Donc dans les deux côtés, on apprenait des choses qui peuvent se compléter des fois, mais c'est enrichissant donc, de faire ça. Ouais. Faites l'alternance si vous pouvez. Ceux qui écoutent le podcast, faites. Carrément. Ouais. Mais du coup, t'enchaînes donc avec un poste en signalétique freelance et une activité freelance sur le côté. Comment t'arrives à t'organiser au quotidien? C'est pas trop? Là, vu que je viens de commencer il y a à peu près 1 an, en fait, à la base, c'est vraiment une activité à côté parce que j'ai déjà mon plein temps et ça, c'est un plein temps, donc ça prend beaucoup de temps et donc le freelance, c'est vraiment un à côté, au fait, au moment où je peux, au fait, donc j'essaie un peu comme je peux de travailler le soir en rentrant ou bien le samedi. Mais j'aime ce que je fais, donc ça me. C'est plus pour des missions ponctuelles finalement l'aspect freelance. Okay. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, sur les aspects dans ton temps plein principal, au niveau outils, journée type, comment ça se passe? Déjà, pour commencer, j'aime bien parce qu'en fait, on fonctionne en fait sur dossier. On a différents dossiers, différentes commandes et tout. Et premier truc, c'est vraiment tout regarder ce que j'ai et prioriser. Vraiment prioriser et parce que c'est vrai qu'il y a tout en même temps, donc si on fait tout en même temps et tout, on finit rien et tout ça, donc c'est vraiment prioriser ce que je fais avant et après et qu'est-ce qui peut attendre demain, qu'est-ce qui peut attendre la semaine d'après, si vraiment il y a beaucoup de choses, voilà. Et donc ça commence par ça et puis avec le classique, regarder les mails pour voir un peu les trucs qu'il y a, les nouvelles choses qui arrivent et puis après le reste de la journée, c'est la suite des dossiers quoi. En type de mission, pour donner un peu de contexte, ça ressemble à quoi? Enfin, les types de projets sur lesquels tu peux travailler? Pour ce que je fais sur mon temps plein, donc c'est de la signalétique, donc généralement on répond en fait à des demandes d'architectes qui ont un projet, architecte ou entreprise de construction dans le BTP et donc qui ont des besoins de signalétique, tout ce qui est réglementaire, vous savez, tout ce qui est port coupe-feu, les plaques port coupe-feu, les plans d'évacuation, les trucs un peu réglementaires et les plaques et panneaux qui sont informatifs, on va dire,
ce qui est, voilà, là c'est un bureau, là c'est les toilettes, etc. Et donc on a les plans, on a tout ce qu'il y a par étage, on a les listings des plaques à faire, et puis ensuite voilà, j'ai juste à faire les visuels des plaques selon s'il y a une charte établie par l'architecte, ou si on peut créer une charte aussi en fonction du bâtiment, ou en fonction des matériaux qu'ils souhaitent, etc. Voilà quoi ça peut ressembler. Comme, je sais pas si c'est assez concret. Ça va? C'est clairement concret, hein. Je pense que c'est assez brut. Voilà. Et du coup, pour ce que je fais, du coup, à côté, en freelance, c'est plus, par exemple, j'ai déjà fait aussi des overlays pour Twitch, pour des streamers et streameuses. Et donc là, c'est clairement, voilà, j'ai envie d'avoir. Là, j'ai eu un exemple, c'était du coup une streameuse qui fait des montages de Lego sur Twitch, et qui voulait justement un écran avec là où on verra la caméra où elle monte les Lego, et un autre petit écran où on voit le manuel de Lego au fait de montage pour suivre un peu. Donc je lui ai fait un overlay comme ça avec des briques un peu partout, des briques qui se ressemblent pas trop au Lego, sinon on a des soucis, mais voilà, un peu inspiré de l'univers Lego, et puis ce que j'ai comme exemple. Trop bien. Et du coup, tu effectues plein de missions différentes, à ce que j'ai compris. Pour toutes ces missions, au-delà du fait d'être organisé, du coup de savoir prioriser, comme tu nous as dit, c'est quoi un petit peu les compétences en tant que graphiste dont tu vas avoir besoin? Au-delà de l'organisation, justement, la curiosité, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit autour de nous peut peut nous inspirer. Par exemple, sur Paris, par exemple, les portes, c'est pas forcément des portes basiques à l'extérieur, les portes extérieures. Donc des fois, elles peuvent avoir des décors un peu originaux, ou même l'architecture. Donc peut y avoir, je sais pas, un petit décor, un petit élément sur ces architectures qui peuvent être réutilisés autrement, par exemple. Donc il y a ça, voilà, la curiosité, et puis s'inspirer, et puis qu'est-ce que je peux dire aussi, ça va avec la curiosité, donc c'est faire beaucoup de veille, regarder ce qui se fait dans les tendances, mais pas seulement en graphique, peut-être regarder dans la mode, les jeux vidéo aussi, et d'autres domaines qui peuvent, du coup ça fait écho avec nos créations. C'est pas pour le graphisme en tant que tel, c'est pas obligatoire de savoir hyper bien dessiner. Il faut vraiment savoir savoir dessiner, pour que les idées soient claires finalement au départ, parce que après ça, c'est par rapport à mes méthodologies de travail, c'est-à-dire que quand je commence un projet, je fais toujours un croquis au crayon comme ça, ou pour vraiment poser mes idées sur papier, et ensuite je montre ces recherches aux clients, et ensuite voilà, comme ça j'ai pas pris trop de temps, j'ai pas commencé à faire quelque chose sur logiciel pour trop avancer. Donc voilà, dessiner pour que les idées soient claires. Et qu'est-ce que je peux dire comme compétence que doit avoir un graphiste? Être à l'écoute. Être à l'écoute, c'est très important, parce que des fois les clients peuvent partir un peu dans tous les sens avec plein de demandes et tout, mais faut vraiment bien écouter tout, même si ça part dans tous les sens, et vraiment essayer de synthétiser, d'aller à l'essentiel, et tout en répondant au mieux à ce qui est demandé. Et aussi, je dirais, la communication pour montrer l'avancée du projet, c'est-à-dire voilà, j'ai essayé ça, qu'est-ce que t'en penses, voilà, qu'est-ce que t'aimes bien si je fais ça, tiens, j'ai trouvé cette inspiration. Justement, comme je disais là au début, si on voit un décor, un truc machin, quand on se balade, tout ça, on peut montrer, voilà, tiens, regarde, j'ai vu ça, est-ce que ça peut pas être intéressant pour ta demande et tout. Ah ouais, trop cool. Et aussi, par exemple, si jamais il y a des soucis perso, ou bien il y a quelque chose qui peut vous empêcher de travailler sur tel ou tel projet, ne pas hésiter à le dire au client, parce que des fois on peut se dire, oh là là, si je lui dis que ouais, j'arrive pas à avancer parce qu'il y a quelque chose qui m'arrive au perso et que je peux pas faire ta commande et tout, oh là là, il va aller voir ailleurs, il va m'insulter, tout ça. Mais non, des fois ils sont très compréhensifs. Faut vraiment le dire noir sur blanc, voilà, j'ai un souci, je peux pas avancer dessus, est-ce qu'on peut décaler, ou ce genre de choses, et généralement ça se passe bien. Ok.
Donc au final, le plus important, c'est pas forcément les skills en graphisme, mais c'est plutôt d'évoluer avec le client et de bien s'entendre, quoi. C'est ça? Si, faut avoir des bases, bien sûr, en graphisme, tout ce qui est, oui, tout ce qui est, voilà, savoir me faire les règles de mise en page, la gestion des couleurs, la gestion des, tout ce qui est typographie, et ouais. Là, tu en as donné pas mal, mais nous, on se pose aussi la question sur si tu avais en tout cas un ou plusieurs conseils, même si en vrai, il y a déjà une bonne base avec tout ce que tu nous as partagé mais si là, on va dire, je suis dans la peau d'une personne qui démarre, qui aimerait faire carrière un peu en tant que graphiste ou illustratrice, est-ce que pour bien démarrer, en tout cas d'être bien vigilant ou vigilante au début, est-ce que je dois penser? En freelance ou parce que c'est pas les mêmes points de vigilance que je donnerais en conseil, que ce soit en freelance ou bien on va prendre l'axe freelance du coup. Ouais, là du coup ce qui se rajoute par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est l'aspect gestion un peu d'entreprise. Finalement, c'est comme je disais toujours, déjà faut commencer à faire un devis qui détaille vraiment tout ce qu'on a prévu de faire dans la prestation, vraiment tout en fonction du brief du client en fait, et vraiment, voilà, mettre le tarif qu'il faut et puis ne pas avoir tout ce qu'il faut de comme information sur le devis, parce qu'il y a les informations légales qu'il faut avoir, etc., pour pas avoir de soucis. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et oui, ne pas. Oui. Oui. Non, j'allais rebondir, mais je me suis dit comment tu as eu ces informations, toi, en tout cas, parce que du coup, on démarre pas forcément freelance avec eux. L'administratif sur le bout des doigts. Ouais. Tu as été chercher sur Internet, tu as eu des personnes qui t'ont conseillé? Alors, j'ai tout appris grâce à le livre rose que tous les graphistes qui veulent devenir en freelance ont forcément déjà vu. Là, je l'ai devant moi, je pourrais peut-être pas vous le montrer, mais du coup, ça s'appelle Profession graphiste indépendant et qui a été écrit par Julien Mouillat et Éric Delamarre. C'est vraiment une bonne base pour avoir tous les aspects du métier. Si vous voulez, je vous lis ce qu'il y a un peu dans le sommaire. Donc il y a on parle vraiment du début, voilà, le projet de l'indépendance, comment est-ce qu'il faut savoir travailler de façon autonome, avoir la fibre commerciale. Ensuite, on a tout ce qui est la partie fiscale, la partie administrative, les droits d'auteur, l'argent, les bonnes pratiques quand il y a des soucis avec le client. Enfin voilà, toutes ces informations. Et c'est vraiment comme je disais, une bonne base pour avoir tout ça. Et après, il y a aussi d'autres choses qu'il faut regarder, tout ce qui est juridique, en fait, vraiment pour protéger sa micro-entreprise dans tout ce qui est conditions générales de vente, à mettre sur les devis, factures, à regarder. Et ça, il y a vraiment une base dans ce livre-là, mais il faut vraiment aller voir peut-être d'autres sites plus spécialisés. On a les sites services publics, du coup, qui met vraiment ce qui est légal à faire en France. Et voilà, en gros, ce que je peux. Comment tu arrives à t'organiser avec on va dire la partie cliente sur le côté. Ça reste finalement un domaine créatif, artistique, qui peut ne jamais s'arrêter, voire même. C'est compliqué d'arriver à mettre sur papier ou mettre sur ordinateur ce qu'a le client en tête. Donc, il peut ne jamais être satisfait. Est-ce que tu mets des limitations au niveau des itérations, au niveau des pour pas que ça te prenne des semaines finalement à finir une mission? J'ai pas trop eu le cas encore d'avoir trop d'itérations, dans le sens où je fais vraiment ce travail-là en amont, comme je disais, montrer toutes les photos de référence, faire des croquis qui me prend pas trop de temps et vraiment au plus détaillé possible. Et ensuite, quand le client part vraiment sur cette direction-là, je pars dessus et j'essaie de montrer finalement les étapes
un peu les étapes de construction. Voilà, là j'ai fait un petit brouillon, là j'ai fait un truc vite fait. Qu'est-ce que t'en penses? Et ensuite, quand j'ai terminé, il y a vraiment quelques petits ajustements qui sont faits, mais pas vraiment de gros ajustements. Mais c'est vrai que c'est un gros travail de conception finalement, plus en amont avant de vraiment se lancer dans la fin dans le résultat final, dans le livrable final. Il y a oui. quand même un gros temps de préparation, quoi. Un truc qu'il faut faire aussi vraiment en amont, c'est de prévoir, je pense, même dans les conditions générales de vente, vraiment le marquer. Voilà, je fais que 3 modifications quand c'est fini ou maximum. Sinon, je rajoute tant de frais ou ce genre de choses. Voilà, vraiment être clair là-dessus. C'est selon chacun en fait finalement de fixer ses nombres d'itérations ou voilà quoi, c'est en fonction de chacun. Oui. Et alors, on a pas mal parlé des différentes missions que tu as fait. Est-ce que tu as un style graphique préféré ou pas du tout? Oui, le vectoriel. C'est sûr. Pour expliquer un peu ce que c'est le vectoriel, parce qu'en fait, on a tout ce qui est toutes les images qu'on voit au fait sur Internet, elles sont composées de pixels. C'est-à-dire quand vous zoomez par exemple une image qui est pas de bonne qualité, vous zoomez à fond, vous voyez les pixels qui composent l'image, plein de petits carrés de couleurs qui composent l'image et tout ça. Et si par exemple une image a beaucoup de pixels, plus on zoome et moins on a de perte de qualité. Et une image qui n'a pas beaucoup de pixels, finalement, on zoome et on voit direct que c'est flou et voilà, ça va pas. Alors que le vectoriel, au fait, c'est des images qui sont pas du tout, au fait, composées de pixels. C'est vraiment en fait, c'est des formes. Et plus on a beau zoomer au maximum, il n'y a pas de perte de qualité, c'est vraiment des formes en fait qui sont juste à poser. Et donc c'est vraiment ma méthode de prédilection quand je dessine en fait finalement. Et quand je fais mes créations, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire à la base pour tout ce qui est création de logo. Enfin, il faut vraiment le faire en vectoriel, comme ça peut s'adapter à tout support. Si jamais on fait le logo et que la personne le veut uniquement sur son site internet, demain elle le veut sur je sais pas, sur une grande bâche qui sera affichée sur un bâtiment par exemple, du coup le logo sera toujours exploitable. Donc et je trouve aussi que dessiner en vectoriel par rapport à que dessiner en mode traditionnel ou que ce soit sur papier ou en numérique, je trouve que c'est plus instantané au fait. Pour moi en tout cas, quand je dessine, j'aime bien juste faire je vais faire un œil par exemple, au lieu de dessiner l'œil, en fait je fais une forme qui ressemble à l'œil. Je sais pas trop comment l'illustrer là, ou vous voulez mieux expliquer, mais voilà. Et puis ça rend un aspect un peu, c'est vraiment différent en fait de ce qu'on peut faire qu'on peut faire en traditionnel. C'est vraiment plus lisse et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Clairement. Ouais. Est-ce que tu as une mission qui t'a marqué, ou en tout cas que tu as vraiment aimé faire, ou à réaliser, que ce soit, qu'importe on va dire le domaine où tu t'es senti, qui t'a marqué en tout cas? Oui, là j'en ai 2 en tête. Eh ben vas-y. J'en ai 2 en tête. Le premier, c'est un projet qu'on a fait en master justement. On a en 2e année de master, et chaque année, les élèves du coup font un documentaire en Corée du Sud. Et donc, c'était en 2019. On est allé en Corée du Sud et on a fait un documentaire. Donc on a filmé, on a interviewé avec des interprètes, etc., des personnes coréennes. Donc on a filmé sur place et après on a fait tout ce qui est tout le montage. Et c'était vraiment
c'est vraiment enrichissant même d'aller en Corée, découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, et puis directement être sur place et puis filmer nous-mêmes, prendre le son, trouver les lieux où il faut, aller sur les lieux de tournage et tout. C'est vraiment vraiment bien. Et moi, du coup, sur ce projet-là, moi, j'avais fait comme je disais, la prise de son. C'est-à-dire, voilà, vraiment diriger le micro sur les personnes qui étaient interviewées, prendre des sons d'ambiance pour pouvoir meubler le documentaire à certains moments de transition. Et après, j'ai aussi fait un peu de montage de quelques parties en juxtaposant un peu tout ce qu'on avait fait et tout ça. Donc, c'était vraiment très bien comme projet. Et du coup, c'est un projet qui est en collaboration donc entre l'université et une autre université du coup en Corée. Donc on travaille avec des élèves aussi qui sont pareil en université dans l'université du coup en Corée. Et ouais, non, franchement, c'est trop bien. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait donc chaque année dans ce master. Du coup, le master culture et métiers du web, c'est un truc vraiment trop bien. Voilà. Et donc c'était le premier. Vous avez des questions sur ce premier ou Non, c'est un super projet. C'était basé sur quoi du coup en type de documentaire? Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Oui. Hormis d'interviewer du coup les personnes coréennes. Oui, parce qu'en fait, ouais, c'est ça. En fait, le sujet global, c'est les traces du passé dans le présent en Corée du Sud. Ah oui, donc oui. On peut vraiment faire plusieurs sujets. Et nous, notre sujet, c'était justement sur les massacres qu'il y a eu. Ouais, attention, c'est pas joyeux. Hein. C'était waouh, c'est trop bien comme expérience, mais le sujet qu'on a traité était pas hyper joyeux non plus. C'est les massacres qui a eu lieu sur l'île de Jeju. Donc l'île de Jeju, elle est située vraiment au sud de la Corée du Sud et en fait c'est une île qui aujourd'hui est connue pour son tourisme et pour c'est le lieu de prédilection des Coréens pour aller faire leur lune de miel, leurs photos de mariage, etc. Alors que il y a pas si longtemps, je crois que c'était dans les années 1930, il y a eu des massacres justement. Pour résumer un peu l'histoire, moi je le compare un peu comme à l'Allemagne coupée en deux. Quand il y a eu la Corée coupée en deux, du coup l'île, vu qu'elle était un peu en marge, en fait était vraiment du côté non, on veut pas que la Corée soit coupée en deux, donc du coup je n'ai pas envie de rentrer dans les polémiques. Il y a une certaine armée qui allait sur place pour justement réprimer un peu les personnes qui voulaient pas que la Corée soit coupée en deux et tout ça. Donc voilà, je résume un peu avec mes souvenirs. Peut-être que c'est un peu inexact, mais c'est ce qui a déclenché en fait tout ça. Et en fait sur place, il y a beaucoup il y a des survivants. Qu'on a des enfants des enfants qui ont vécu ces moments, qui ont survécu, qui aujourd'hui sont âgés, qui nous racontaient leur vécu de leur famille, qui se sont fait qui se sont fait emmener devant leurs yeux, ce genre de choses, et aussi aller voir les lieux de recueillement, les lieux de mémoire pour voir comment ça se passe, etc. Et voilà. Ok, sacré projet. Ouais. En plus du voyage, c'est. Oui. C'était vraiment, vraiment bien. Et l'autre projet, si je peux, j'ai pas pris trop de temps, ça va, je peux parler de l'autre projet. Tu as le temps que tu veux, donc vas-y. Il est un peu plus récent et je pense qu'il va faire aussi la transition sur ce qu'on va dire après, je pense. On va faire la transition après. Justement là, je fais partie du coup de l'association Women Games France. Et chaque année, aux alentours du 8 mars, on organise des émissions live sur Twitch. Donc chaque année, donc à chaque fois, c'est vraiment sur la chaîne Twitch de Women Games France qu'on fait juste notre truc. Au fait, aux alentours du 8 mars, en 2020, on avait fait un marathon de 48 heures. L'année dernière, on avait fait plusieurs conférences et tables rondes sur des sujets liés aux actions de l'association. Et cette année, on a fait un événement du coup qui était interasso, c'est-à-dire avec d'autres associations qui partagent nos actions, nos valeurs et nos convictions.
Et du coup, étant responsable, enfin co-référente, pardon, du pôle CHU de l'association, et j'ai un peu chapeauté l'événement et tout. Donc c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi, en fait, de vraiment organiser l'événement, de le créer de zéro, de contacter les invités, de créer justement la direction artistique de l'événement, le logo, le choix des couleurs, et ensuite superviser un peu la création des visuels pour communiquer sur cet événement. Et c'était vraiment très très enrichissant de le faire. Donc cet événement s'appelle du coup Adelph Game Fest. Et donc ça a eu lieu du coup du 9 au 10 mars 2024. Et ouais, c'était quelque chose. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Déjà, c'était un très bel événement. Pour avoir un peu suivi tout ça, c'était vraiment. Ah, c'est vrai? Cool, merci. Non, mais en termes du coup, là, tu nous disais la DA, l'organisation sur un peu tout ce qui est en organisation derrière, c'était toi en responsabilité finalement. Ouais, et c'est la première fois que j'organisais un événement comme ça et tout, donc c'était vraiment le syndrome de l'imposteur. Il venait de temps en temps me faire non, tu peux pas, Daphné, c'est trop, il y a trop de trucs à faire, il y a trop de trucs à penser et tout. Mais heureusement que les personnes, j'étais pas toute seule, bien sûr. C'était moi qui chapeautais un peu, mais après voilà, j'ai vraiment voulu que ce soit co-organisé en fait entre plusieurs assos, et que ce soit vraiment un événement qui soit fait par les membres, pour les membres en fait des associations. Et du coup voilà, j'étais pas seule, il y avait d'autres personnes qui aidaient, qui donnaient des conseils et tout, donc c'était vraiment cool. Donc ça allait après. Génial. Voilà. C'était un sacré beau projet. Oui. Et justement, puisque tu nous parles de Women in Game, dans lequel tu es quand même bien engagée, on dirait, il me semble que tu es aussi aux côtés d'Afro Gameuse. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces associations et peut-être nous parler un peu plus de tes engagements? Alors, donc pour représenter Women in Games France, donc c'est une association qui promouvoit la diversité et l'inclusion dans le secteur du jeu vidéo en France. Donc des personnes qui sont de genre marginalisé, donc les femmes, les personnes transgenres, etc. Et en fait, pour pouvoir y arriver, en fait, on a 3 axes d'action. Donc on présente au fait des rôles modèles, des modèles qui existent, qui travaillent dans le jeu vidéo, des modèles de femmes et de personnes de genre marginalisées qui travaillent dans le jeu vidéo et qui font carrière, et pour dire hey, voilà, ça existe, les femmes qui travaillent dans le jeu vidéo, ça existe, les personnes transgenres qui travaillent dans le jeu vidéo, voilà, toi aussi tu peux, voilà. Et ensuite aussi, on passe par tout ce qui est organisation de soirées networking ou d'événements networking, et des formations. Donc justement pour permettre aux personnes de genre marginalisées qui sont déjà dans l'industrie d'y rester, et de se reconvertir ou de gagner en compétences, et d'avoir du réseau pour pouvoir sur différents projets avoir des connaissances, des personnes, des connaissances dans le sens des personnes, pour pouvoir les embaucher, etc., ce genre de choses. Et aussi on passe par justement sensibiliser les acteurs de l'industrie à l'intérêt d'avoir plus de mixité dans les studios finalement. Et pour résumer les actions de WIG France. Et donc du coup depuis l'année dernière, je suis membre du conseil d'administration. Et parce qu'au départ, j'ai intégré l'association pour faire un peu l'histoire. J'ai intégré l'association quand j'ai commencé à vouloir faire du partage, partager mes sessions de jeux vidéo sur YouTube avant de passer à Twitch. Et à ce moment-là, je me suis dit ouais, c'est vrai que je suis une femme qui va partager des parties de jeu sur Internet quand même. Donc et à ce moment-là, je me suis dit il y a quelque chose à faire, parce que
ouais, on est là, on existe et tout. Et puis j'ai vu qu'il y avait l'association qui existait, donc je me suis dit allez, je vais devenir membre pour partager les actions, puis participer au fur et à mesure aux actions. Donc au départ, on m'avait vu que je suis graphiste, du coup on m'avait demandé, mais Daphné, tu peux nous aider à faire tous les overlays pour la chaîne Twitch de l'association et tout. Donc ça part de là, quoi, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà pour Women in Games France. Et pour Afro Gameuse, j'ai intégré du coup l'association en 2020. Pas longtemps après la création de l'association, parce qu'au départ Afro Gameuse c'était vraiment juste un compte Instagram qui regroupait au fait les personnes du coup afro-descendantes qui travaillent dans le jeu vidéo, qui sont fans de jeux vidéo, qui streament sur Twitch, et vraiment pour montrer aussi que ouais, on est là aussi en fait. Donc ouais, au départ pareil, c'était intégré pour suivre les actions, partager les actions, etc. Et après, pareil que pour Wig, on est venu me chercher. Tu peux nous aider à faire un truc niveau graphisme pour l'association, les visuels pour les réseaux ou l'ADA d'un événement ou ce genre de choses, pour vraiment bien expliquer ce que c'est Afro Gameuse. Enfin, je sais pas si je l'ai dit déjà. C'est vraiment pour montrer que ouais, voilà, il y a des personnes afro-descendantes qui travaillent dans le jeu vidéo et qui veulent travailler dans le jeu vidéo et qui sont fans de jeux et tout. Et là, pour le coup, ça se passe parce qu'en fait, Women in Games France, c'est vraiment très professionnel. Vraiment une association professionnelle, et Afro Gameuse, c'est plus une communauté au fait, c'est-à-dire on regroupe les personnes qui veulent travailler dans le jeu vidéo, les personnes qui streament sur Twitch, les personnes qui aiment les animés, les mangas, le cosplay. Enfin voilà, c'est vraiment vraiment une communauté pour s'entraider et faire des événements ensemble voilà. C'est des super initiatives. Enfin, oui. En tout cas, et nécessaires, malheureusement, parce que dû à la société, mais qui sont importantes en termes de combat, quoi, finalement. Oui, et le but, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est le but, c'est que on n'existe plus après, c'est que ça se fasse tout seul, enfin voilà, qu'on se dise sans forcément rappeler au studio que hey, mais ce serait bien de prendre plus de femmes, ce serait bien de prendre plus de personnes d'origine différente, pour que les jeux soient plus plus diversifiés, quoi. C'est ça. Ouais. Mais c'est tellement important. Enfin, on le voit, de plus en plus, mais ça reste un médium, des projets créatifs, et plus il y a de diversité, plus il y a de façon de penser, de voir le monde différemment. C'est ça qui rend aussi le projet beau. Point de vue, mais si c'est toujours le même prisme qu'on peut connaître d'hommes blancs cisgenres, ouais, clairement, ça perd beaucoup en intérêt et ça va créer beaucoup de clichés. Donc c'est cool de casser un peu tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même il y a, je le dis moi, après il y a chacun ses goûts dans le jeu vidéo. Moi, clairement, il y a certains jeux comme ça qui sont voilà, c'est un homme cisgenre musclé qui va sauver une belle et tout. Moi une belle demoiselle en détresse, entre guillemets, voilà, pour prendre le truc, moi c'est pas du tout le genre de jeu qui me plaît. Et donc du coup je suis pas la seule à être comme ça, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui doivent penser comme ça. Ils doivent en un peu marre de voir les mêmes trucs, et du coup au fur et à mesure il y a peut-être moins de personnes qui vont jouer à ce type de jeu. Et s'il y a que ce genre de jeu, en fait, il y aura moins de personnes qui vont jouer. Enfin, peut-être pas moins de personnes, mais en tout cas, ils perdent vraiment un bon bout de personnes qui peuvent être intéressées et qui jouent, quoi. Donc, c'est bien de faire des jeux différents pour pouvoir toucher un peu à tout le monde, finalement. C'est ça, différentes cibles. Non, mais j'avoue que ton rôle, ou en tout cas les compétences que tu as dans une asso, et tu l'as dit au travers de Women in Games France et d'Afro Gameuse, ça passe par la création et les visuels, mais ça met tellement en avant, c'est tellement important, ça aide à rendre visible sur les réseaux sociaux ou autres, et des bons visuels font vraiment une différence. Donc c'est trop cool d'y mettre cette énergie-là pour aider
pour aider ces causes, quoi. Oui, bah ça. Après, c'est voilà des visuels vraiment très informatifs sur les événements, sur les actions et des associations. Donc oui, il faut ouais. Le temps passe vite. Là, Oui. on va. Non, en petite dernière grosse question, est-ce que toi, tu as une anecdote ou quelque chose que tu aimerais en plus nous partager sur ton parcours, sur les missions que tu as pu réaliser au cours de ta carrière? Oui, du coup, c'est d'être pro et du coup se dire que s'il y a une personne qui vient nous voir pour nous commander quelque chose, c'est que voilà, elle a vu que dans notre parcours ou que dans les travaux qu'on a fait, il y a quelque chose qui leur plaît. Donc du coup, ça donne, enfin tout de suite, ça donne plus de confiance en soi en fait. De Parce qu'on a, légitimité. oui, c'est ça en fait. On se dit bon voilà, bonjour, je fais du freelance, venez me commander des trucs et puis ça se trouve personne va aimer ce que je fais ou ce genre de truc. C'est ce qu'on se dit quand il y a pas trop au début en tout cas quand il y a pas trop de demandes et tout. Mais ouais, quand il y a des gens qui viennent nous dire j'ai bien son truc, j'ai bien te parler de mon projet et tout, ça peut être cool et tout ça. Ah ouais, trop bien. Donc ouais. Quand on n'a pas quand on n'a pas beaucoup eu justement beaucoup confiance en soi dans sa vie, du coup arriver à avoir rencontrer des personnes qui viennent et qui aiment ce qu'on fait, c'est cool, ça donne plus de confiance et puis de responsabilité aussi, et puis on grandit en faisant ça justement, d'avoir de travailler justement comme ça sur un projet qu'on est venu juste nous dire nous de faire. Du coup ça, ouais, on se dit bon, allez attends, il faut que je sois pro, il faut que je réponde comme il faut, tout ça, et puis dans tous les cas la personne après elle va forcément voilà aimer vu qu'elle est venue pour ça, donc c'est cool. Ouais, c'est bon. Et super beau message. Oui. Et pour finir de façon un peu plus légère, est-ce que tu as des prochains objectifs ou projets dont tu as envie de nous parler un petit peu? Prochain, parce que là j'ai beaucoup de projets en cours, donc du coup je me dirais essayer de les pas de les finir avant d'en faire d'autres, mais là à part essayer de bien répondre en fait aux missions que je dois faire, et puis ouais, c'est vrai que là j'ai pas de projection là tout de suite, parce que j'ai vraiment des trucs en cours et tout, et donc là Non, mais je sais pas tu nous trop l'as ce que je dit, pourrais dire. Ouais. tu nous l'as dit un peu au départ, où tu as l'air de t'éclater dans ton job, et je trouve ça trop cool et beau d'arriver à. Enfin, je trouve ça tellement important. On y passe tellement de temps au travail que c'est bien si ça marche bien. Donc, Ouais. c'est super positif. Oui. Et sinon, est-ce que tu as une petite recommandation que tu pourrais nous faire, quelque chose que tu as à quoi tu as joué, que tu as lu, que tu as regardé il y a pas longtemps, que tu aimerais partager? Alors, j'ai rigolé parce que du coup, il y a un jeu dont j'arrête pas de parler sur les réseaux dernièrement. Du coup, je sais pas si j'en parle encore ou si je parle d'autre chose. Non, je vais parler d'autre chose. Je vais parler du jeu qui s'appelle que j'ai fait dernièrement en stream sur Twitch. Et j'avais gagné justement une clé de ce jeu grâce à l'association Afrogameuse, qui fait des giveaways de temps en temps de clés de jeu à faire en stream. Et donc j'avais joué à Chance of Scénar, qui a été du coup développé par Rundisk et édité par Focus Entertainment. Donc j'avais beaucoup aimé ce jeu. Donc du coup, Chance of Scénar, donc on incarne un personnage. On ne sait pas si c'est un homme, une femme ou ce qu'il y a entre. Qui se balade dans un monde où il y a une langue, enfin en fait les gens lui parlent des langues, et du coup il ou elle ne sait pas ne comprend pas ce qu'il lui est dit, et
Et en fait, le personnage va à chaque fois noter dans son petit carnet les glyphes, les symboles qu'elle voit à chaque fois, et en fonction des situations, essayer de les associer à des concepts et tout ça. Donc ça passe vraiment par beaucoup d'exploration, d'enquête, de réflexion, d'aller voir les gens, leur parler et tout. Et moi j'aime beaucoup les jeux où il y a beaucoup il y a des énigmes à résoudre ou un peu de réflexion, et puis on découvre plusieurs cultures aussi dans ce jeu, plusieurs façons de construire les langues. Et puis au fur et à mesure, on se demande, mais il y a une raison pour laquelle on doit connaître un peu toutes les langues de ce monde. Et voilà. Donc je vous laisserai découvrir si vous y avez pas joué. J'espère que je vous ai bien vendu le jeu, parce que je veux pas trop en dire non plus. Oui. Non, et l'ADA est vraiment magnifique en plus. Oui. Justement, il me semble, mais ça faudrait que je reconfirme parce que je suis pas sûre. J'ai pas regardé. Attendez, je vérifie. Comme ça, je vous dis si c'est ça ou pas. Mais je crois que c'est ça. La personne qui a écrit le livre que je vous parlais au début, profession graphiste indépendant, Julien Moya, justement fait partie du studio Rundisk et le directeur créatif du jeu. Ouais. Ok. Voilà, ça se rejoint finalement. Waouh, j'ai pas fait exprès. Voilà. Donc ouais, c'est un jeu indé comme ça, les petits jeux indés comme ça, un peu que j'aime bien faire et tout. Donc ouais. Là, c'était celui que j'ai fait dernièrement qui m'a beaucoup plu. Ouais. Super recommandation, j'irai tester. Ah ouais, franchement oui. Et écoute Daphné, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre interview. C'était vraiment très très cool de discuter avec toi. Plaisir partagé. J'espère que j'ai dit ce qu'il fallait, que vous n'avez pas trop d'encore d'autres questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, les personnes qui écoutent le podcast, du coup, à venir m'en poser d'autres si j'ai pas été assez claire ou peu vague, ou si vous avez besoin d'infos complémentaires. Donc n'hésitez pas. Voilà. Mais c'était bien cool en tout cas de parler un peu de tout ce que je fais. En fait, vraiment tout, parce que c'est vrai que c'est très très divers, et donc voilà. Merci beaucoup pour vos questions. Et un grand merci aussi à toi du coup, et également à l'association Lyon Game Dev, donc notre partenaire qui nous permet de faire ces interviews. Merci aussi à Nico d'avoir co-présenté et merci à tous d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Yes, un grand merci aussi à l'équipe Beyond the Game. On n'est pas juste deux. Là, vous entendez nos voix, mais il y a toute une petite équipe qui travaille derrière et bénévolement, donc qui mettent de l'énergie dans le projet et qui nous permet de réaliser cette saison. Encore un grand merci Daphné. Et, on mettra aussi les réseaux sociaux si les gens veulent te joindre ou te contacter dans les liens du podcast. C'était Beyond the Game. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.